Ça sent-elle roussi pour Philadelphie en déplacement à Houston. Le cuistot barbu a encore régalé. De l'amour chez ses Clippers, Los Angeles enchaîne à domicile. Sandremon et Jackson, Détroit recevait OKC ou Westbrook a fait du Westbrook. 8 matchs la nuit dernière, Boston, New Orleans, Orlando ou encore Indiana. Allez, c'est mardi, c'est donc ravioli. Bien osé. Bonjour à tous, bienvenue dans NBA Extra. Non, je n'assume absolument pas ce mardi ravioli. Bonjour, bonsoir Xavier, le X-Man. Bonjour à toutes et à tous. Ça va, coach? Yes, sir. On va reparler du match qu'on a commenté ce matin, OKC face à Détroit. Mais avant ça, on va parler d'un ancien joueur d'Oklahoma City qui est désormais la star absolue à Houston et qui a été élu joueur de la semaine pour la conférence Ouest. J'ai nommé El Barbudo James Harden. DeMar DeRozan, la même chose pour lui dans la conférence Est. Les deux joueurs sortis de Camptown, Los Angeles. Oui, c'est vrai que LA fournit toujours beaucoup de joueurs à la NBA, même s'ils ne passent pas par les franchises de californiennes et de Los Angeles en particulier. Mais là, deux prix d'excellence à un niveau d'excellence et il n'y a pas grand-chose à dire. C'était assez facile de désigner les deux joueurs de la semaine. Exactement. Donc James Harden et DeMar DeRozan, la ancienne star des Lakers, s'appelait Kobe Bryant. Et lui, justement, il est de Philadelphie. Tout est totalement logique. Et les Sixers donc se jouaient hier soir face aux Houston Rockets. Un match forcément pour des Sixers qui n'ont jusque-là gagné qu'un seul match cette saison. Et en face, on peut dire, Jacques, que ça se passe plutôt pas mal ce début de saison des Rockets. C'est très intéressant, ce James Harden, meneur de jeu étonnant. Oui, meneur de jeu étonnant, surprenant et qui fait tourner en bourrique toute la ligue en ce moment, qui est inarrêtable parce qu'en phase avec son shoot extérieur, en phase avec le côté passeur, il a un ratio de 2 passes d'aise pour une balle perdue, ce qui est bon pour un meneur. Alors évidemment, le volume de ballons joués est énorme, qu'on le voit là, mais dans toutes les situations, ce garçon-là peut scorer sur le jeu rapide, comme sur le jeu placé. Bien sûr, il reste un défenseur assez épisodique et médiocre, mais bon, tout ça est compensé par cette capacité à scorer, à donner du jeu, à créer du jeu et à mettre en valeur ses camarades, parce qu'au début, il n'y avait que Clint Capela, mais maintenant, c'est un peu tout le monde qui profite, les Ariza, les shooters autour de lui, profitent aussi de ses passes. James Harden avait mis 23 points en premier quart-temps, évidemment. Le reste, ce sera surtout des passes décisives. Il va encore faire 2 énormes cartons, James Harden. Et vous l'avez compris, dans cette partie, il n'y a aucun suspense. Houston était évidemment archi favori. Et pas de surprise, ils vont s'imposer assez largement. Oui, on n'est pas loin de la boucherie. Joel Embiid, faut le signaler. Oui, c'est vrai. Oui, on pourrait s'intéresser au cas Joel Embiid. Mais ça, de toute façon, on en fera de plus en plus sur lui pendant la saison. Puisqu'on le rappelle, à partir de Noël, il n'y aura plus du tout de restriction de jeu pour lui. Et c'est tant mieux. Et ces Sixers, encore une fois, même si c'est vrai que ça perd des matchs, il reste honnête. Clint Capela, effectivement, servi ici par le cuisinier en chef, James Harden, parfait hier soir. C'est donc la 6e victoire des Rockets, donc 33 points, 9 passes et 7 rebonds pour James Harden. Joel Embiid, ce petit double-double, ça n'a pas été son meilleur match de la saison, mais c'est pas bien grave. En même temps, face, c'était bien trop fort. Je suis content de voir apparaître, Xavier, les grosses épaules et le catogan musclé d'Hilario Néné. C'est vrai. Voilà, he's back. Ouais. Bon. Néné était effectivement relativement honnête. James Harden, c'était un petit peu sa journée hier, puisqu'il a été donc désigné meilleur joueur de la semaine de la conférence Ouest, meilleur joueur du match hier soir. On l'écoute. Just make my teammates better. Coach, my teammates have a lot of faith in me, a lot of trust in me to go out there and make the right decision, right plays, and so far it's been really good. You thinking at all on this, we are, of the historic aspect to your season where we're talking about the first player to possibly lead the league in points and assists since Tiny Archibald in like 72, 73? I've heard it. I mean, people have mentioned it to me, but honestly, if I just go out there and just do the things that I've been doing, things like that are going to come. Wins are going to come, statistics are going to come, individual accolades are going to come. So my main focus, we got a new coaching staff, some new players, is trying to get everybody on the same page and finding that one goal, and all those things will come. So it'll be nice to be in that conversation as well, though. Je veux dire, heureusement que c'est pas la fin de saison maintenant, parce que pour déterminer qui pourrait être MVP, c'est pas facile. Là, il y avait James Harden, on a parlé de DeMar DeRozan. Dans quelques instants, on parlera de Russell Westbrook aussi, puisque tous ces joueurs font des saisons, pour l'instant statistiquement, dignes de MVP. Et on va essayer d'expliquer pourquoi James Harden est si bon en ce moment, grâce à une palette.
D'abord, on va voir le volume, hein, plus de 30 points de moyenne, plus de 12 passes de moyenne, déjà 7 double-doubles, 2 triple-doubles. Voilà, le garçon avec un ratio, il en a parlé. 6 victoires, 4 défaites, ce qui est propre pour des Rockets dont on se demandait où ils allaient. Alors on voit là les intentions à gauche, quand on lui ouvre à gauche, eh ben on le revoit pas et Joel Embiid n'y peut rien. Là, il est orienté à droite. Tout le monde n'est pas face à lui, et notamment Joel Embiid qui est sur Néné Hilario, il laisse un espace trop important. James Harden, comme beaucoup de joueurs, aime dribbler à l'opposé de sa main shooteuse. Dribble droite, enchaîné gauche, c'est inarrêtable et la défense ne peut pas s'opposer. Là, le renversé, il ressort, il vient, il contourne Clint Capella. Que nenni, il reste au large et il met dedans un 3 points parce qu'il a une distance invraisemblable. Voilà, ça c'est le James Harden qu'on aime, le James Harden propre. Et c'est vrai que tout le monde en profite en même temps, hein, pour l'instant, des qualités offensives de James Harden. 2-3 fois à 15 passes, Xavier. Ouais. C'est énorme. Ouais. Ça vous étonne? Oui. Ouais. Oui, maintenant je comprends la démarche, vous savez que je le connais bien, de Mike D'Antoni. Tant qu'à avoir un bouffeur de ballon, donne-lui les responsabilités générales et dis-lui qu'il faut qu'il rende les autres meilleurs. Et j'ai beaucoup aimé la déclinaison de James Harden. D'abord gagner des matchs, les stats viendront après, les récompenses viendront après. Et il a parlé du coach, ce qui chez lui est rare. Oui, c'est vrai. Et c'est rare qu'il parle d'un coach. C'est pas mal le boulot de Mike D'Antoni pour l'instant. Bon, on s'enflamme pas, hein, c'est 6 victoires, 4 défaites. C'est pas non plus un 10-0. Les Lakers. Mais c'est, oui, ou OKC qui est pas si loin que ça finalement. On est presque très agréablement surpris par une équipe qui finalement ne gagne que 60% de ses matchs. Oui, mais enfin bon, ils n'ont pas eu un calendrier facile. Ils ont déjà joué 2 fois San Antonio. Ils ont été, ils ont fait un road trip assez long aussi à l'extérieur. Ils ont commencé un road trip à l'extérieur, bravo. Oui, mais voilà, non, je pense que c'est très positif ce qui arrive aux Rockets. Donc, pour l'instant, James Harden, au niveau du scoring, c'est invraisemblable. Au niveau de la passe décisive, c'est invraisemblable. Les deux cumulés, on n'avait pas vu ça depuis des siècles. Tiny Archibald, j'ai entendu tout à l'heure. Un petit bonhomme qui a joué à Milwaukee, à Boston. C'est ça. Et s'il y en a un qui se rapproche de Karim Abdul-Jabbar dans ce début de saison, c'est avec les points et les rebonds cumulés, c'est Russell Westbrook. Et maintenant, on va parler justement du Marsupilami, l'ancien partenaire et coéquipier donc de James Harden à l'époque à OKC. D'OKC, aujourd'hui, il ne reste plus quasiment que Russell Westbrook. Hier soir, il fallait aller au Palace d'Auburn Hills face à des Pistons qui démarrent très timidement la saison. Et en plus de ça, qu'il devait se passer d'André Drummond. Oh là là. Ouais, mais des parents faux semblant, oui, on voit Russell Westbrook. Patator. Oui, mais un gros dunk. Patator. Mais ils ont commencé par prendre un 8-1. Certes, ils vont revenir dans la partie, les joueurs de KC, mais pas pour bien longtemps. Hier soir, à Détroit, ils ont joué très très bien. Bon, alors il y a ça aussi qui est très très fort. Il y a une première mi-temps où Russell Westbrook met 25 points et permet à OKC de rester au contact. Voilà, mais comme je vous disais, ça ne dure pas. L'écart se recreuse assez rapidement en deuxième quart-temps grâce à un très bon Tobias Harris hier soir. Baines va en planter 20, soit 1 point simplement de son record en carrière pour l'ancien joueur des Spurs. Un mélange d'Hannibal Lecter et d'un samouraï. Oui. Le panier, ici, évidemment, il n'y a rien. Caldwell Pope a été secoué. Regardez, oui, forcément, il a pris un pied là où il ne faut pas. Un talon. Après, ça fait mal à la gorge. Ça remonte, forcément. Et Russell Westbrook va même prendre une technique, ouais. À cause de ça. Et là, quand il joue small ball au KC, c'est Aaron Bates qui marque son territoire. Ça continue, les tirs extérieurs cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il a été bon, Tobias Harris. Il a été très très fort, effectivement. Les Pistons qui n'ont mis un seul panier à 3 points, je crois, en première mi-temps. Pour le reste, ça va être une soirée quasi parfaite pour Détroit. Ici, le très joli panier est signé KCP, Kentavious Caldwell-Pope. Russell Westbrook est déçu. Il y a de quoi, puisqu'à l'arrivée, nous en sommes à un bilan finalement de 6 victoires et 5 défaites pour les deux équipes. Alors, ça manque pour Détroit, mais ça chute pour OKC. On va en reparler. Un très bon match de Beno Udrih et de Ish Smith qui, à deux, cumule quand même 10 passes, 7 passes, 10 rebonds et 21 points. Donc ça, c'est très positif quand on se connaît le meneur de jeu d'en face. Oladipo en travers complet. Victor Oladipo est complètement... 4 sur 17 au tir. Ouais, c'est effectivement très peu, puis en plus des shoots assez catastrophiques. Bref, restons sur Oklahoma City, puisqu'il faut venir me changer ça, s'il vous plaît. Restons sur Oklahoma City. Changez-lui l'oreillette, lui changez pas l'oreille. Ouais. Mais ça fait un bruit, je sais pas si c'est extraordinaire. Restons sur Oklahoma City donc. Pour l'instant, c'est une saison qui a très bien débuté.
Et par contre, depuis, eh bien, plus rien ne va. Un très joli 6-1 avec une victoire sur le parquet des Clippers de Los Angeles, leur seule défaite de la saison aux Clippers. Sauf que depuis, les Clippers sont venus gagner contre OKC. 0 victoire, 4 défaites depuis ce départ en trombe d'OKC. Comment on explique ça ? D'abord, c'est le niveau de cette équipe qui, pour moi, si elle fait les playoffs, aura fait une grande saison. L'arrivée de Jeremy Grant ne change pas grand-chose dans la faiblesse qu'il y a au shoot extérieur. Il y a qu'Anthony Morrow, mais qui est utilisé vraiment avec parcimonie, qui peut mettre des paniers. Il n'est pas utilisé du tout là, contre Détroit. Oui, dans le garbage time. Ils ont que de l'axe central des scoreurs intérieurs, quand ils n'oublient pas de donner la balle à Adams comme hier. Kanter, qui peut marquer. Bref, des gens, Domantas Sabonis, qui peut marquer. Steven Adams aussi, mais ils n'ont pas de scoreur autour. Et le jour où Oladipo est en travers, il y a Russell Westbrook et Russell Westbrook. C'est quoi leur niveau réel alors finalement au OKC ? Est-ce que c'est entre 7 et 10. Entre 7 et 10, voilà. C'est des playoffs éventuellement, mais pas mieux que ça. Non. Après, je pense que là, c'est une caricature, ce qu'on a vu ce matin, parce qu'il y avait back-to-back. Ouais. Parce qu'ils avaient pris un gros coup sur la tête de perdre. Et Oladipo en particulier de perdre contre le Magic, contre Serge Ibaka qui les persécute, qui fait son record en carrière, et l'enchaînement de 2 défaites à domicile de suite, puisqu'il y a eu l'Eclipse et après le Magic. On pouvait comprendre l'Eclipse, un peu moins le Magic, avec le respect qu'on doit à Frank Vogel, Evan Fournier et les autres. Je vous confirme, surtout quand on voit le Magic aujourd'hui. Alors effectivement, eux aussi étaient en back-to-back, mais ça on verra ça un petit peu plus tard. Hier soir, Orlando, ça a été terrible. Détroit, en revanche, eh bien ça va de mieux en mieux. En même temps, il était temps. Ce qu'il va falloir quand même expliquer cette histoire-là. Ils sont à 0-5 à l'extérieur et maintenant, 1-6 à l'extérieur, 5 victoires, 0 défaites au Palace d'Auburn Hills. Mais il vaut mieux ça. On bâtit là-dessus. Souvenez-vous, la montée en régime de Boston il y a un an et demi, on commence à gagner à la maison. Ouais. On commence à gagner à la maison et après, effectivement, il va falloir exporter ces talents, non pas à South Beach, mais exporter ce talent, cette qualité à l'extérieur. C'est un peu la déception, mais je répète, c'est une équipe qui, avec Ish Smith et avec Beno Udrih, joue avec des backup meneurs. Reggie Jackson a un volume de jeu important. Ce qui m'interpelle plus, c'est la qualité de jeu qu'ils ont eue sans André Drummond. Ouais. Comme si le fait de ne pas avoir un grand arbre à l'intérieur permettait aux autres, et notamment à Tobias Harris, de mieux jouer. De mieux jouer avec Aaron Baines qui est capable de mettre des paniers au poste haut ou dans le petit périmètre. Ouais, il en a planté 20, on rappelle hier soir, Aaron Baines. Normalement, face à une équipe qui est forte à l'intérieur. Oui, il y a Steven Adams et compagnie. Effectivement, normalement, il devrait juste un petit peu de repos pour Dédé Drummond. Il n'y a rien eu au rayon X. On va voir ce qui s'est passé hier soir entre Boston et la Nouvelle-Orléans. Et puis il y avait un joli match qui nous rappelle des sacrés souvenirs. Miami face à San Antonio. C'est Florian Michel qui nous raconte tout ça. Mitch. Ouais, c'est le Mitch-up. Mitch-up. Ouais. Mitch-up. Il ne va pas falloir tirer sur la corde trop longtemps pour Anthony Davis à New Orleans. Avec une seule victoire cette saison, les Pelicans reçoivent Boston qui reste sur 2 victoires. Petit match d'Alexis Aginsa avec 4 petits points, mais cette grosse claquette. On va filer directement dans le dernier quart avec Avery Bradley qui refait passer Boston devant. À 10 secondes de la fin, Isaiah Thomas, 37 points hier soir, remet les deux équipes à égalité. Dans la foulée, Tim Frazier veut donner la victoire aux Pelicans. Et c'est Kelly Olynyk qui se fait avoir par la vieille feinte. Frazier rentre un lancier, derrière Boston ne fera rien et les Pelicans obtiennent leur 2e succès de l'année. Après un début d'année compliqué, Tony Parker rentre tranquillement dans sa saison. Face à Miami, en 26 minutes, il inscrit 11 points en y ajoutant 6 passes. Les Spurs déroulent leur jeu en première mi-temps. Kawhi Leonard enchaîne lui encore un match très solide avec 24 points et 12 rebonds malgré une adresse moyenne. Oui mais voilà, tout va se gripper en seconde période et Miami revient bien. Whiteside est encore en double-double à 23-17. Dion Waiters l'assiste au scoring avec 27 points. Mais heureusement pour les Texans, l'expérience fait la différence pour une 8e victoire de la saison, 94-90. 2 victoires, 7 défaites seulement pour le Heat de Miami. San Antonio, encore une fois, doucement, mais bon, ça gagne. Tranquille. Et faut voir, il y a le retour de Tony fait du bien, même si Patty Mills a plein de qualités, il fait du bien dans la gestion. Ça fait du bien aussi de le voir après cette extension du genou et cette douleur.
Bon, mais il le disait, ça va mieux. Et là, il reprend la victoire à Houston, a fait du bien, je crois, mentalement aux Spurs. D'abord, parce que c'est pas cadeau d'aller y gagner. Et en plus, parce qu'ils avaient perdu chez eux. Donc, dans le cadre des oppositions dans la même division, c'est important. C'est important. Mais les Spurs, oui. Après, il y a ce côté physique. Kawhi Leonard, 24 et 12 encore hier. Ouais, une grosse et saison déjà. Whiteside de l'autre côté, c'est fort. C'est fort, mais pour l'instant, c'est largement insuffisant pour le 8. Mais bon, on sait que c'est une période de reconstruction. Évidemment, ça, c'est pas une énorme surprise. On sait que les joueurs de foot aujourd'hui, actuels, sont très fans de basketball, particulièrement de basket NBA. Alors, Antoine Griezmann, ça, c'est pas nouveau. Il y a aussi Alexandre Lacazette, il y a Paul Pogba qui se promène avec le maillot des Cavs à Miami. Thierry Henry, ça, c'est une faute de goût. Thierry Henry, hein? Ça, c'est une faute de goût. C'est peut-être une faute de goût, la complète. Hein. Il était parfait. C'est une faute de goût. Et il y a aussi désormais André-Pierre Gignac qui, vous savez, le joue donc au Mexique. Le Mexique, c'est pas bien loin de San Antonio. Alors donc, quand il peut, puisqu'il n'était pas retenu par Didier Deschamps, l'équipe de France, eh bien, il file de l'autre côté de la frontière pour aller voir les Spurs. Et il a été retrouvé hier soir par nos amis de la NBA. On l'écoute. En général, j'aime beaucoup la NBA depuis que je suis petit. Mais grâce à des personnages comme Michael Jordan, les Chicago Bulls, Scottie Pippen, ça a un peu bercé mon enfance, les chaussures Jordan aussi. Bon, depuis que Tony est une star chez nous en France et ici à San Antonio, il faut dire que je suis beaucoup les Spurs de San Antonio. D'avoir rencontré Tony, d'avoir pu partager quelques moments avec lui, voilà. C'est un garçon qui a la tête sur les épaules, qui est simple. Il est un peu plus vieux que moi, donc je lui dois un peu le respect, comme on dit en France. Pourquoi pas les Spurs gagnent la NBA, Tony finit meilleur joueur. Voilà, ça serait l'année parfaite pour lui et pour les Spurs. Sympa, hein? Ouais, très sympa. J'avais pas entendu le terme Chicago Bulls depuis 1991, je pense. Ouais, ce Dédé, punaise, à 5 cm près, serait le héros du pays, avec ce poteau. Ah, m'en parle pas, hein, c'est bon. On l'aime bien, le Dédé. Oui, complètement. Il a joué dans de très bonnes équipes, enfin dans de très grands clubs. Vous savez, le plus grand de tous en France. Il a failli jouer dans un très bon club aussi. Ah, il a failli, voilà, et chez nous, il a joué. Bref, on va se retrouver avec les Clippers de Los Angeles, la meilleure équipe de toute la NBA. Oui. Aujourd'hui, en tout cas, apparemment, c'est le cas. Bref. Il est content quand il dit ça. Je suis surtout très surpris et justement, on en parlera. C'est après la pub, dans 2 minutes. Nous le vrai bon goût comme on l'aime chez nous. Non, c'est choucroute, Midi. C'est choucroute à la cantine. Ça, vous avez la cravate assortie. Absolument, il avait trouvé la nappe. Vous savez, cochonou pendant le Tour de France. Oui, bah, c'est pas. Vous savez que ça fait beaucoup discuter en ce moment. Bref, on s'en fout, mais c'est les mêmes couleurs, c'est celle des Clippers de Los Angeles. On prendrait 2 fois des frites. Oh non, là pour le coup, non. Bref, qu'est-ce que je disais? Brooklyn Nets face aux Los Angeles Clippers. Alors si on va parler de ce match, ce sont pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'on sait très bien qu'on se doute que ça va pas aller bien loin. Mais quand même, ce qu'on va voir, c'est assez impressionnant de la part des Clippers. On voulait dire du bien de Brooklyn. On en a dit déjà du bien cette saison parce que c'est vrai, ils sont vraiment et sincèrement très honorables cette saison. Mais alors là, hier, ils vont prendre mais tellement cher. Parce que franchement, les Clippers, depuis le début de saison, c'est fort, c'est très très fort. Il n'y a pas grand-chose à dire. Et même quand c'est moche, eh bien, c'est bien suivi ici par DeAndre Jordan. Et regardez l'écart, je pense que ça se passe de commentaires. Et regardez aussi comment les Nets... Non, mais complètement. Comment les Nets perdent le ballon, Blake Griffin ici. Voilà, bon bah c'est plié. Les Clippers vont s'imposer une fois de plus cette saison. Ça va être une défaite supplémentaire pour Brooklyn. Mais la manière... Ils sont au-delà de ce qu'on attendait, exactement. Bien sûr. La manière, quand même, chez les Clippers était impressionnante. La bonne passe ici de Luc Mbamute. On sait que cette semaine, son coach a eu des mots plus que sympas pour Luc. Il le considère comme le meilleur défenseur de la Ligue actuellement. Je cite Doc Rivers. Et puis voilà, en plus de ça, il y a l'adresse. Tout va très très bien. Et à l'arrivée, ça va être une très large victoire des Clippers. Il manquait que le spectacle. Le voilà. Voilà. Pas tout. Voilà. C'est 2 fois le même. Prend cher, c'est Justin Hamilton. Vous avez vu ça? Ils se sont fait mal les deux. Oui, en se faisant un câlin. Ils se sont fait mal. 10 victoires, 1 défaite pour les Clippers, le meilleur bilan actuel de la NBA. 14 sur 25 à 3 points. Alors déjà, en plus, au-dessus des 50% de réussite au shoot extérieur. Tout s'est très très bien passé pour les Clippers. Victoire logique.
bien évidemment, mais victoire encore une fois impressionnante, particulièrement dans la manière. Et justement, celui qui fait parler en ce moment, c'est le défenseur, Lukemba Moute, parce qu'on va pouvoir insister aussi sur la défense des Clippers. Lukemba Moute qu'on a retrouvé, que les amis de Fox ont retrouvé après le match. No, I think the way we came out of the game, sometimes when we play these games, you tend to relax. We wanted to come out and impose our will from the beginning, and that's what we did. The offensive end you talked about. Player in the league, I'm telling you guys. Well, I was going to talk to you about your offense, but Jamal just said best defensive player in the league. So let's talk about that. Night in and night out, you've been performing on both ends now, but defensively, how have you really locked in? Like I said, it's just being with these guys for a longer time now. Just being on point with our schemes, finding ways to disrupt the other team's offense. I'm one of those on the other team's best players, so it takes the whole team. I always say that, but it's true. I'm on the team. I'm on the guy. I try to do my best, but those guys help me out a lot. So it's good to be on the same page. It's good to play well defensively. Et je ne veux pas m'acharner, mais Lukemba Moute ne jouait pas lorsqu'il était aux Sixers de Philadelphie. Aujourd'hui, il est donc à la tête de la meilleure équipe, défensivement, à la tête de la meilleure équipe de la NBA. Dans un rôle remarquable. Et il dit une chose très juste, on ne défend pas tout seul. On ne défend pas tout seul. Et on le verra sur la palette. Qu'on va voir tout de suite. Qu'il y a des orientations, qu'il y a des choses qui sont faites. Regardez, là, par exemple, il y a eu, sur le pick and roll, une attente, on ouvre, et depuis l'opposé, c'est DeAndre Jordan qui vient. Là, on ouvre le milieu, mais l'intervention sur le ballon n'est pas mauvaise, l'utilisation de la main est bonne, il y a l'agressivité de tout le monde, il y a JJ Redick qui met sa mimine. Là, on donne sur la ligne de fond, DeAndre Jordan se montre, Blake Griffin est entre les deux et récupère le ballon. Ouais, et ça, en attendant, donc voilà, les meilleurs départs d'une franchise à Los Angeles. Alors regardez où ils sont maintenant les Clippers. Parce que des grandes équipes à LA, chez les Lakers, bien sûr, il y en a eu. Alors encore une fois, bien sûr, oui, c'est le meilleur départ de l'histoire de la franchise des Clippers. Ça, on le dit depuis le 5-0, je crois. Ils n'avaient jamais connu ça dans leur histoire. Mais voilà, quand même. Alors, ça vous étonne? Moi, ça m'étonne. Vraiment, sincèrement, je suis impressionné par... c'est quasiment la même équipe. Alors certes, le banc, pour moi, est largement supérieur à avant. Je ne vais pas faire le malin, mais là, quand même. Autant parfois, je dis je suis surpris, en bien ou en mal. Là, je les attendais comme ça. Parce que il y a eu cette année pathétique de Blake Griffin l'année dernière, tant sur le terrain qu'hors du terrain. Il y a la fin du contrat de Chris Paul qui arrive et de Blake Griffin. L'horloge qui tourne. Doc Rivers, il doit commencer à être chafouin parce qu'il perd et qu'il était venu pour gagner à LA et qu'il n'arrivait pas ni à gagner ni à installer sa défense et que cette équipe-là s'est bien renforcée, mine de rien, avec un Murray Spades, avec conserver des joueurs d'expérience comme Paul Pierce qui est dans l'entourage et qui fait du bien à la tronche de tout le monde, investir un Lukemba Moute, l'épanouissement de JJ Redick. Qu'est-ce qu'il y a comme meilleur shooter que JJ Redick dans la ligue? Shooter pur, il n'y en a pas beaucoup. Ils sont 3-4, il en fait partie. Bref, et puis deux leaders. Blake Griffin, Chris Paul et le grand Dédé Jordan, qui est épanoui, qui lui a bénéficié pour progresser l'année dernière de l'absence de Blake Griffin. Il a pris une dimension qu'il n'avait pas et il a été champion olympique cet été et tous ceux qui ont été champions olympiques cet été vont bien dans la tête. Blake Griffin, cette saison, regardez ses moyennes, plus de 20 points de moyenne par match. Alors vous savez quoi, c'est des stats qui sont exactement à son niveau en carrière, même un tout petit peu plus basse que son niveau réel, que ses statistiques en carrière. Parce que des statistiques comme ça, il n'y en a que 3 dans l'histoire qui ont réussi à faire ça. Mais le treat shoot est meilleur. Absolument, le treat shoot, les choix de jeu sont meilleurs. L'investissement collectif est meilleur. Alors il ne s'agit pas de dire ils vont être champions NBA, mais c'est l'équipe qui d'abord a le meilleur ratio et une des équipes qui joue le mieux de la Ligue en ce moment. Ouais, et on a eu plusieurs fois l'occasion de s'en rendre compte cette saison sur l'antenne. Moi, c'est contre le Jazz Utah où j'avais vraiment été, où j'avais commencé à être impressionné par les Clippers. Comme quoi. Il les avait tenus à 75 points. Exactement. Donc voilà où on en est pour l'instant pour les Clippers. Un différentiel assez incroyable. Pendant longtemps, ils sont restés sous la barre des 90 points encaissés, ce qui est déjà énorme. La 92-2, c'est la meilleure défense de la NBA, quoi qu'il arrive. La 4e meilleure attaque. Donc le différentiel est monumental. C'est plus fort que la saison historique des Warriors la saison dernière en termes de différence de ratio, points marqués, points encaissés, etc. C'est quand même... Ceux-là, c'est des chiffres qui peuvent commencer à dire quelque chose. La surprise, c'est la meilleure attaque de la Ligue.
Mais c'est aussi une équipe qui perd pas beaucoup le ballon, donc elle donne pas de relance à l'adversaire. Je peux mettre un bémol, éventuellement? Allez-y. Ils n'ont pas battu grand monde. Oui, c'est pour ça que mettre une torgnole au net, c'est pas non plus. Il veut rien dire pour moi. C'est ça. On va attendre des vrais grands matchs. Gagner 3-4 contre les Warriors ou les Spurs ou les équipes qui auront le museau par là, les Rockets. Ils ont battu les Spurs. Ils ont battu les Spurs. À San Antonio, c'est pas les seuls à avoir battu les Spurs à ce moment-là. Quand même, le 7 décembre, il y a un petit Warriors-Clippers. Depuis la saison d'avant, ils ont un petit avantage mental, je trouve, sur les Spurs. Ouais. Depuis ce fameux match 7. Ouais. C'est assez vrai. On enchaîne. Il reste des choses à voir. Il reste notamment le Jazz d'Utah face aux Memphis Grizzlies. Un match très intéressant entre deux équipes qui vont très certainement accéder aux playoffs. Mais voilà, il faut. Le niveau est quand même relativement équivalent. Et surtout, dans ce match, on va se souvenir que les Grizzlies ont eu tellement de blessures. Là, ça repart pas mal. Que les Grizzlies ont les moyens de rester un des bons poils à gratter de cette ligue. Et que Derek Favors s'épaissit de jour en jour. Hein. C'est pas faux. Peut-être Boris qui l'entraîne. Encore 2 paniers à 3 points de Marc Gasol dans ce match. C'est vrai, il s'écarte un petit peu plus. C'est relativement serré. Petit écart de 4 points à l'avantage des Grizzlies. Là, ça circule très bien. La belle passe de Mike Conley pour Zibo. Zach Randolph. Il y en a un qui va faire un très bon match aussi. C'est Vince Carter. On le verra un petit peu plus tard. Et puis, Rudy Gobert se fait plaisir ici. Mais le Jazz est toujours derrière. Nous sommes au milieu de 3e quart-temps, à peu près. Avantage Memphis. Toujours. Il a été bon, Joe Ingles, hier. C'est presque le meilleur du Jazz. Et là, une jolie finition, ça va jusqu'au bout. C'est pas forcément facile quand on sait tous les Babarov qu'il peut y avoir en face. Ingles, justement, Ingles, on en parlait, et c'est lui qui ressort le ballon ici. Et c'est lui qui va le récupérer. La bonne feinte à 3 points. Bon. Comme par hasard, un gaucher sur le dribble à droite. Exactement, comme vous disiez tout à l'heure pour James Harden. 79 partout, 4e quart-temps. Dante Exum nous rappelle que c'est aussi un bon joueur et qu'il peut lui aussi attaquer le cercle. Et qu'il est vite dans le cercle, dans un registre Antetokounmpo, mais avec moins de volume. Mike Conley. Qui a été bon. Et ils ont besoin d'un bon Mike Conley, les Grizzlies, s'ils veulent espérer quelque chose cette saison. Ça peut être eux, la 4e équipe de l'Ouest, non? Ouais, on verra. On verra s'ils n'ont pas de blessés. Ah ben ça, c'est toujours le problème. Et la blessure notamment de cet homme-là. Si on cumule Marc Gasol, Zibo et Vince Carter, on arrive à 60 points. Exactement, parce que Vince Carter va planter 20 points. Pour un joueur de 39 ans, quand même, c'est plutôt correct. Elle n'est pas belle, celle-là. Voilà la finition de Vince Carter qui était parti se cacher ligne de fond. Meilleur joueur de 39 ans du monde. Aujourd'hui, oui. De très loin. Ouais. Même de plus de 35, pas loin d'ailleurs. Et là, ça commence à... assez étonnant comme défaite pour Utah. Ils étaient bien à 7-4, les voilà à 7-5. Et Memphis qui, avec cette victoire, arrive à un bilan de 50%. C'est vrai qu'ils n'avaient pas super bien commencé la saison. On se souvient du Chandler Parsons qui n'était pas là, qui revient, qui n'est pas très bon. Mais là, ça commence à ressembler à quelque chose. Quand ils ont leur quatuor majeur qui met 75 points 75% des points, puisque 78 points sur 102, c'est énorme. C'est énorme pour le quatuor de Pépé Flingueur, là, entre Conley, Gasol, Zibo et Vince Carter. C'est énorme. Ils ont fait un match. Est-ce qu'ils sont capables de le faire tout le temps? Est-ce qu'ils sont capables de supporter les back-to-back? Est-ce qu'ils vont pas avoir de blessés? Est-ce que Parsons va remettre le nez à la fenêtre? Est-ce que Jamichael Green ne va pas mal vivre le retour de Zibo? Est-ce que Fisdale va continuer à faire partir Zibo du banc? Tout ça, ce sont des questions qu'on peut se poser. Il reste à peu près 80 matchs, pas 70 matchs, 72 d'ailleurs, il en reste. En leur souhaitant d'en avoir quelques-uns après. Voilà, exactement. Un petit hommage quand même à Vince Carter. On sait qu'il lâche rien quand il est sur le parquet. Il n'a pas un énorme temps de jeu. Mais quand même, effectivement, c'est presque un old school Vince Carter. Sur les 3 derniers matchs, regardez-moi les stats qu'il sort. 20, 17 et 20. La photo est vieille. Oui. Mais quand même, il en a encore planté ce soir. On voit que le short est court. Oui, quand même. Il reste 2 matchs à voir. Dallas face à New York, c'est le match qu'on vous a proposé la nuit dernière avec David Benaros. Et puis aussi donc la suite des aventures du Magic d'Orlando après leur belle victoire face à OKC. Regardez ce qu'ils nous ont fait. C'était face aux Pacers d'Indiana et c'est Adiola qui vous raconte tout ça dans son fameux Pump Up. Il est très proche d'un retour, mais on ne prend aucun risque avec Dirk. Qui est l'auteur de cette phrase? Vous l'avez deviné, Mark Cuban. Donc pas de Dirk, mais un très bon Harrison Barnes en première mi-temps. Bien aidé par l'Australien Andrew Bogut.
New York est dominé après 2 quarts-temps. Jeff Hornacek décide de tout changer. Plus de Noah dans la raquette, on va jouer small ball et tout va beaucoup mieux. Melo met 16 points dans le 3e quart, 24 points au final. Kristaps Porzingis se régale. Encore une défaite pour Dallas. Frank Vogel est de retour dans l'Indiana. Le nouveau coach d'Orlando fait désormais progresser les joueurs du Magic, à l'image d'Elfrid Payton. Mais du côté des Pacers, on peut compter sur le retour de Paul George, mais surtout sur cet homme. Indiana défend dur et gagne des ballons. Jeff Teague peut se faire plaisir. Après 2 défaites, Indiana se relève. Oui, il a raison. 10 rebonds pour Kevin Séraphin, c'est bien. Qui a été très bien, et donc effectivement il a raison, ça va très vite. Orlando sort d'une superbe victoire face à OKC, ils prennent l'avion, ils arrivent à Indiana, ils se prennent une douille. OKC, c'est la même chose en allant à Détroit, c'est back-to-back, c'est vraiment plus possible. Ouais, puis il y a une grosse distance en plus, c'est un match qui a été dur, qui se joue à la fin, qui a été intense, les 2 équipes ont laissé beaucoup de gomme, elles l'ont payé le lendemain. Alors je rappelle aussi que l'année prochaine, théoriquement, la saison commencera une semaine plus tôt, histoire qu'il y ait de moins en moins de back-to-back en NBA, c'est ce que nous avait dit Adam Silver. Moi je voudrais un petit mot rapide sur, d'abord sur les Knicks. Joakim Noah benché en 2e mi-temps, et puis d'un coup ça se passe mieux. Il faut, chaque match a son histoire, et Joakim est en péril en attaque, hormis le match à Chicago, il met pas de points, encore capot hier. Donc l'option prise par Jeff Hornacek a été la bonne, et il faut bien reconnaître que Dallas est une équipe aussi qui prêtait le flanc à ça, et que quand Melo et Porzingis sont moteurs d'attaque à ce niveau-là, les Knicks arrivent à gagner. C'est pas la gloire, c'est pas cata, mais enfin il n'y a pas de quoi faire les pieds au mur. Un petit mot rapide aussi sur le Magic d'Orlando. Ça fait une dizaine de matchs maintenant joués cette saison. Est-ce que pour vous c'est décevant? Est-ce que vous attendiez un début de saison aussi moyen? Ils sont, même je trouve qu'ils ont fait 2-3 perfs. Ouais. Je trouve qu'il y a une mise en place à faire. Serge Ibaka, Biyombo, qui sont nouveaux. Des garçons comme Aaron Gordon qui ont plus de temps de jeu. Evan qui est investi en première lame et qui assure. Le petit Payton. Elfrid Payton, Adio l'a dit dans le Pump-Up, c'est bien ce qu'il fait. Non, je les attends comme ça, mais ils vont faire mieux. Je crois que Frank Vogel saura tirer le bon de cette équipe. Le MVP de la nuit, pour vous? Pour moi, alors j'ai bien regardé, il n'y en a pas un qui se détache vraiment. On aurait pu penser à Anthony Davis, mais il y a trop de déchets. On aurait pu penser à Marc Gasol, mais ceci. Je vais le donner à Vince Carter. Ah ouais? 20 points, 7 rebonds, dans une victoire à Utah. Pas mal. Pas mal. Moi, je le donne à James Harden. Mais bon, parce que je sais aussi que c'est James Harden qui a été élu par Florian Michel, Mathias Duché et Adrien Lala. Ah non, pas par Adio. Adio n'assume pas. Je vois pas quand j'assume pas la photo. James Harden, donc, en mode ratatouille, c'est ça. C'est choucroute aujourd'hui, c'est pas ratatouille, on avait dit. 33 points, dont les 23 en premier quart-temps, c'est là où... Ouais, mais enfin, c'est un match boucherie. C'est le terme de la journée. Ce que je retiens c'est la victoire de Memphis qui est une vraie surprise à Utah, qui ralentit Utah dans sa progression. Et ce qu'a fait Vince Carter, on aurait pu dire d'ailleurs au Quatuor, Zibo aussi, Gasol, Conley, ils ont fait un truc monumental. Le retour de Boris Diaw, qu'on n'a pas signalé d'ailleurs, ouais, c'est vrai. Qui a mis 6 points. On va enchaîner avec le top 10 de l'année dernière.
Pas mal, Jettig. Ouais, quand il accélère, quand il y pense, il est très très fort. Le programme des prochaines 24 heures, soit les différentes antennes de beIN Sport, allons-y. Avec donc dès ce soir le Maccabi Tel Aviv face au Fener. Ce sera à 20h absolument sur beIN Max 4 avec Fred Schweikert, la rediff d'NBA Extra un petit peu plus tard, qui vous emmènera sur le choc de la nuit. Toronto à Cleveland, en direct à 1h du matin. Quel jour sommes-nous ? Nous sommes mardi. Oui. Ce sera donc avec Tony Masson et Chris Singleton, me semble-t-il. Charlotte à Minnesota demain matin à 9h30, la rediff, donc si vous ne pouvez pas être là cette nuit. Et puis ensuite, NBA Extra en direct. Voilà. C'est pas mal. Oui, un peu de basket. Vendez-nous un petit peu le match de l'Euroleague, s'il vous plaît. Le Maccabi a un peu le couteau sous la gorge. Le Fenerbahçe est attendu au très haut niveau, puisque participant au Final Four, finaliste l'année dernière. Il va falloir que le Maccabi soit très fort pour contenir la troupe de Zeljko Obradovic. Le Maccabi qui voit arriver dans son dans son pays, dans son compétition domestique, l'OVNI Hapoel Jérusalem. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Damar Stoudemire qui s'est fait foutre dehors. Parce que vous savez, il joue avec des goggles. Il a enlevé ses goggles, il les a offerts à l'arbitre pour qu'il puisse arbitrer mieux. Ça n'a pas été apprécié. D'où technique et voilà, et la suite qu'on connaît. Quelle surprise. C'est toujours. Revenons 2 secondes sur Russell Westbrook. Ouais. Bah oui. Revenons 2 secondes sur Russell Westbrook. On sait qu'il est un petit peu chafouin depuis le départ de Kevin Durant. Oui. On le sait. Donc, à chaque fois, il n'arrive pas à se le sortir véritablement de la tête, apparemment. Ah là, oui. Là, il lui a explosé la tête, là, même. Je sais pas quand ça va s'arrêter, moi ça me fait rire ce genre de truc. Je l'ai trouvé frustré quand même, mais bien sûr qu'il faut que ça s'arrête. Je l'ai trouvé frustré dans la fin de match et l'utilisation qu'on a faite de Billy Donovan, on a eu l'impression qu'il voulait l'économiser et qu'après ses 25 points de la première mi-temps, il a laissé courir. Très bien. Voilà donc pour cette nouvel épisode d'NBA Extra. D'ailleurs ce soir c'est avec Eric Micou, je vous ai dit des bêtises parce que Chris Singleton sera là demain midi avec vous. Ah, très bien. J'arbitrerai les débats. Oh, vous savez. Si débat il y a. Si entre Toronto et Cleveland il y aura plein de choses à dire je pense. C'est quoi, c'est un petit match ça Oui, c'est à suivre à 1h du matin. Toronto-Cleveland avait gagné là-bas, il n'y avait pas eu trop de matchs. Ouais. On va voir si Toronto est capable d'élever son niveau et faire comme a fait Atlanta, c'est-à-dire gagner à la Q Arena. Ça, c'est ce qu'on verra. Donc cette nuit, en direct à 1h du matin sur beIN Sport. Le programme, vous pouvez le retrouver sur Twitter, sur Facebook, etc. Sur les comptes. Sur la grille de l'appli aussi. NBA Extra. Sur la grille de l'appli. La grille de l'appli de beIN, ouais. Exactement. On va manger. Bonne journée à tous, ciao.